vous proposer avec ses élèves, qui est basé aussi sur un recueil qu'elle vient d'écrire et publier aux éditions Le Moine, qui s'appelle Le violon en 3 temps. Et donc qui commence avec l'ancêtre du violon, la vielle, mais évidemment c'est joué au violon, au Moyen-Âge. Alors le Moyen-Âge, donc là vous venez d'entendre peut-être le premier chant, le premier canon en tout cas de l'histoire de la musique, le premier canon qui a été noté, qui s'appelle Sing-Cuckoo, et qui est un canon anglais du XIIIe siècle, du tout début du XIIIe siècle. Donc vous avez, je crois, alors là c'était le Sing, voilà, le coucou. Et ah oui, et j'ai oublié de dire, voilà, cet ouvrage-là est fait et illustré par Maria Elmeyer, mais peut-être que Maïka après vous en parlera, donc qui a fait des illustrations pour le recueil de Maïka. Donc je crois que la deuxième gravure c'est une carte, voilà, donc c'est une carte de l'Europe, voilà, qui vous montre l'Europe aussi, peut-être, alors médiévale je ne sais pas, mais c'est une carte, c'était juste pour vous dire que au Moyen-Âge, bon, les musiciens voyageaient beaucoup et on a ce qu'on appelle les troubadours et les trouvères. Donc c'est probablement, quand vous pensez troubadour, voilà, ça veut dire Moyen-Âge. Donc le mouvement des troubadours, il est né plutôt dans le sud de l'Europe et celui des trouvères a suivi dans le nord. Et on a eu deux influences, c'est-à-dire une influence nordique, ce qu'on appelait aussi la matière de Bretagne, avec l'histoire des chevaliers de la table ronde, du roi Arthur, et également de Tristan et Iseux. Et nous allons, voilà, aussi vous jouer tout à l'heure une mélodie qui est attachée justement à au manuscrit de Tristan et Iseux, à un des manuscrits qui se trouve à Vienne. Et en attendant, je crois qu'après cette carte, donc, qui montre un petit peu toute l'Europe, comme je vous disais, les musiciens voyageaient beaucoup. Et souvent, même en période de carême, par exemple, il y avait des rassemblements de musiciens en Allemagne et dans l'Est de la France, où ils profitaient du fait que pendant carême, ils n'avaient pas le droit de jouer de la musique, mais pour se retrouver entre eux et échanger beaucoup de mélodies. Et donc, beaucoup de mélodies aussi passaient comme ça de toutes les régions d'Europe dans d'autres régions. Ce qui fait que l'histoire, par exemple, de Tristan et Iseux, elle était connue jusqu'en Sicile. C'est pas uniquement et les troubadours également ont eu l'occasion de se faire entendre dans les cours du nord de la France. Alors, le violon en 3 temps, ça dit bien aussi ce que ça veut dire. Le temps médiéval, il est très différent aussi de notre temps à nous. Et la manière dont les gens percevaient les heures au départ, c'était uniquement avec le soleil, avec les cloches de l'église. Mais il y a une révolution qui se produit. Alors Maria nous a montré ce qu'on a une horloge à eau. C'est le coulement de l'eau qui permettait de savoir en fait où on en était. Et c'était une horloge qui pouvait être très précise, mais vraiment en continu. La révolution qui se passe au XIIIe siècle, c'est tout d'un coup l'invention de l'horloge mécanique. C'est-à-dire, c'est une révolution dans la pensée, parce que tout d'un coup, on s'aperçoit que le temps, on peut le diviser en plein de petits segments. Et cette perception qui aboutit à des horloges qui ne sont pas plus précises, en fait, que les horloges à l'eau, mais c'est dans la pensée, ça va permettre aussi de penser à une manière de noter les rythmes de la musique. Jusqu'alors, on ne savait pas noter les rythmes en musique, parce que pour noter ces rythmes, il fallait avoir cette notion de découpage du temps en petits segments. Et voilà, donc ça va permettre de noter la musique avec les rythmes. Et nous allons maintenant vous jouer Tant me suit de dire te, qui est, en fait ça veut dire un peu, ça fait longtemps que je voulais vous dire. En gros, je me suis tu pendant trop longtemps, et puis voilà, maintenant je parle. Et c'est tiré d'un manuscrit de Tristan de Prose qui se trouve au musée de Vienne.
qui étaient en fait des danses de moines. On a dans le manuscrit une représentation de moines qui se tiennent la main en rond et qui dansent sur ces musiques. Et voilà, et nous en profitons quand même pour vous montrer les très beaux dessins de Maria, et on a demandé de, voilà, je pense que c'est Wikipédia, de vous dire quelque chose sur les habitudes de vie au Moyen-Âge, justement la maison, la nourriture. Donc, au centre des maisons paysannes, la cuisine s'organise autour du foyer. On y trouve un chaudron, des pots et des marmites en terre et une poêle en fer. Il n'y a généralement pas d'assiette. Et on pose des aliments sur une tranche de pain et on boit à plusieurs dans le même gobelet. La fourchette n'est pas encore en vogue, et c'est vrai que la fourchette, elle arrive à peu près à l'époque de Louis XIV. Louis XIV lui-même qui n'aimait pas se servir de fourchette. Il préférait vraiment manger les aliments avec la main. Et on pique les aliments donc dans les plats avec un couteau, puis on le porte à la bouche avec les doigts, et après s'être rincé les mains dans un bassin d'eau parfumée, on les essuie tout simplement sur la nappe. Moi, du coup, je ne comprends pas très bien pourquoi je me fais gronder quand je suis tout à fait ces traditions ancestrales. Dès le XIVe siècle, pour les plus riches, s'habiller n'est plus seulement une nécessité, cela devient une véritable coquetterie. Pour les hommes, les chaînes, chemises longues portées comme un sous-vêtement, le bliot, tunique et le manteau. Et les hommes portent aussi des braies, c'est l'ancêtre du pantalon, des poulaines et des chaussures à bout pointu. Les femmes se mettent à porter de très longues robes bien ajustées à la taille avec de larges voiles, chacune sa coiffe. Donc pas question pour une dame de se montrer en société sans avoir soigné sa coiffe. Et au XVe siècle, il existe plein de sortes de robes. Et voilà. Et on note que les hommes eux-mêmes portent aussi souvent des chapeaux. Voilà. Merci Wikipédia. Et là, nous allons vous jouer maintenant donc ces rondeaux ecclésiastiques, donc ces danses de moines.
On commence à pouvoir noter les rythmes dans la musique et on va s'intéresser de plus en plus à ce côté rythmique. Et une chose qui se développe justement au Moyen-Âge, ce sont ce qu'on appelle les modes rythmiques. Donc ces modes rythmiques qui sont les modes rythmiques d'église, sur lesquels justement a basé aussi Maïka pour son travail sur ce violon en 3 temps dans la partie médiévale, c'est quelque chose de fondamental. Alors ils sont tous, il n'y a pas de rythme binaire en fait au Moyen-Âge, où en fait il y en avait, parce que évidemment lorsqu'on marche, on marche en binaire, mais d'un point de vue sacré, c'est-à-dire les notations de l'Église n'ont considéré que uniquement le ternaire, parce que le chiffre 3, c'est Dieu. Donc le binaire était considéré comme impropre au départ, et donc tous les premiers rimes qui vont se noter seront uniquement en ternaire. Dans ces rythmes, on travaille ce côté justement cyclique, c'est-à-dire ce qu'on apprécie, c'est toujours ce rythme qui revient et qu'on approfondit, et c'est ça qui est, je pense, aussi au niveau de l'enseignement très important et peut-être très différent de la manière moderne d'enseigner le solfège. C'est-à-dire qu'actuellement, en général, dans les cours de solfège, tout est basé dans notre société sur la rupture. C'est-à-dire tout de suite, on apprend dès qu'on a compris un rythme, il faut en changer. Et tous les exercices dans la plupart des livres de solfège sont toujours basés sur ce changement de rythme. Alors que fondamentalement, en fait, la chose importante, c'était plutôt la pulsation et d'approfondir un rythme. Et c'est pas si facile que ça justement de sentir très profondément ces rythmes. Et le fait de pouvoir les mettre dans son corps et de travailler toujours sur la même pulsation, c'est quelque chose qui permet d'aller beaucoup plus profondément sur ce qu'est le sens du rythme. Donc voilà, les modes rythmiques, eh bien, il y en a 6 dans les modes rythmiques d'église. Bon, là, si je développe, ils ne sont pas prêts. Le premier, ça vient aussi de la Grèce. Hein. C'est une répartition des brèves et des longues. C'est-à-dire le premier, c'est une longue et une brève, donc tam, pam, 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 pam. Et voilà, les autres s'enchaînent hein, de la même manière, mais Maïka maintenant va nous faire sa petite démonstration. Très bien, je suis ravie d'être avec vous et surtout faire une belle expérience du rythme médiéval. Vous allez tous participer. On va commencer, donc on va faire le mode 1, mode 2, ensuite jusqu'au 6. Et voilà, on va se partager un 6 dans la salle. Donc on va commencer, les garçons au fond, ils vont faire le mode 1. Après, Raphaël, mode 2, parce qu'il est fort dans les rythmes. Mode 3, on va dire les 3 premiers sièges. Mode 4, au fond. Mode 5 et mode 6. Donc, mode 5 jusqu'à là. Voilà. Vous défendez les modes 5. Mode
devient un lieu vraiment privilégié pour faire la cour justement aux femmes. Toutes les cours d'amour se développent justement dans ces jardins. Et donc ils sont beaucoup représentés dans tous les manuscrits, dans les chansons. On voit beaucoup de représentations de musiciens jouant justement aussi dans des jardins, dans des vergers. Et nous allons vous jouer pour ça une chanson d'amour pour toi de Guillaume de Machaut qui s'appelle Aimée, dame de Valour et qui sera jouée par Félicia. Donc Guillaume de Machaut, c'est le plus grand musicien français du XIVe siècle et c'est aussi le
conservé à l'abbaye de Montserrat en Catalogne, qui s'appelle Livre Vermeil parce que sa couverture justement est rouge et vermeil. C'est un manuscrit du XIVe siècle dans lequel sont écrites un certain nombre de chansons qui sont destinées aux pèlerins, aux gens qui venaient faire des pèlerinages à Montserrat. Et donc pour éviter qu'ils s'adonnent en fait à des danses un peu trop profanes ou à des chansons un peu trop profanes, on a préféré leur écrire des chansons à danser aussi, mais qui soient sur des paroles d'église. Donc il y a dans ce manuscrit plusieurs chants qui sont marqués à bas le redonne, c'est-à-dire pour danser, mais volontairement avec des paroles bien religieuses. Il faut qu'ils n'aillent pas chercher ailleurs. Voici Polorum Regina. Le texte c'est ô reine de tous les cieux, notre reine, étoile du matin, efface vos péchés. Que j'avais composé à partir de motifs qui sont aussi dans le manuscrit de Tristan et Iseult de Vienne. Et voilà, donc la danse du Morot.
donc une danse aussi de Praetorius. Alors Praetorius, c'était un musicien allemand qui a écrit, en fait, qui était très célèbre et qui a écrit surtout une encyclopédie très remarquée qui s'appelle Syntagma Musicum, où il montre un peu tous les instruments qu'on utilisait à l'époque, qui décrit aussi la manière dont les instruments se combinaient entre eux. Vous voyez ces planches. Voilà. Donc, et qui a aussi écrit beaucoup de danses, disons recueilli beaucoup de danses qui étaient des danses probablement populaires, mais qu'il a harmonisé lui-même. Et donc ce branle de la torche fait partie de ce type de danse. John Dowland, le grand compositeur anglais de la Renaissance, un joueur de luth aussi, et qui a écrit cette guerre. Pareil un peu triste. Hein. Et effectivement, la mélancolie, c'est quelque chose qui va être très typique de toute cette musique anglaise. En fait, la mélancolie, c'est un sentiment, c'est je crois l'historien Huizinga qui dit que c'est un sentiment qui apparaît au XVe siècle, après toutes ces guerres, et qui va être dans les arts. Et elle est caractéristique aussi déjà de la musique au XVe siècle. Et comme en Angleterre, en général, les choses arrivent parfois un petit peu après l'Europe, mais ils conservent en fait ces caractères, ces sentiments et les développent.
l'Angleterre va se complaire justement dans le développement de cette mélancolie jusque très tard, jusqu'à fin 17e. Mais c'est peut-être dû au brouillard aussi. Hein. Mais c'est, voilà, il faut savoir, à l'époque de Shakespeare, je crois que c'est Shakespeare qui dit, en fait, je ne sais plus dans quelle pièce, en tout cas, il y a un fou, il est mélancolique, et c'était vraiment à la mode d'être mélancolique. Quelqu'un qui était, pour passer pour un génie, il fallait forcément être mélancolique, quoi. Donc c'est quelque chose qui est devenu également chic, et on a développé ces sentiments de mélancolie, et tout le 16e et 17e anglais est traversé par ce sentiment qui est très présent. Maintenant, une autre chanson anglaise, un petit peu antérieure à Dowland, c'est Hélas Madame, et qui a été écrite par quelqu'un qui n'était pas forcément très mélancolique, c'était le roi Henri VIII lui-même. Donc le roi Henri VIII d'Angleterre, qui a malheureusement fait assassiner pas mal de ses épouses, hein, et il était aussi très artiste, très sensible, et il écrivait... Et donc, c'était un grand amateur de musique qu'on a retrouvé en fait après chez lui lorsqu'il est mort. Il possédait des collections absolument extraordinaires d'instruments, des ensembles de flûtes, des ensembles de viols de gants, des ensembles de luttes. Et cette chanson, Hélas Madame, donc écrite par Henri VIII, et puis on va en profiter pour vous montrer justement cette tapisserie de la Dame à la licorne, qui est aussi de la même époque, et qui exprime bien, c'est une allégorie aussi de ces 5 sens.
une personne, un câlin. Le temps passé à jouer, je crois qu'ils savent.